Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons reprendre le cycle de nos tables rondes sur le stand White Int avec Monsieur le Président de la Société Jacques Salognon. Nous parlerons aujourd'hui des laboratoires d'analyse dans l'enquête de police judiciaire moderne. Ma première question, Jacques Salognon, président de la Société White Int, pouvez-vous nous dire quelle est la carte d'identité, en fait, ce qu'est White Int? Oui, donc White Int est une entreprise qui intervient dans le domaine de la sécurité intérieure et justice et a pour vocation d'apporter dans les États africains, notamment Moyen-Orient, Amérique latine, sa compétences en matière d'installation de laboratoires, notamment criminalistiques. Alors cette installation commence par un devoir de conseil, évidemment, pour prendre en compte la criminalistique, et, la problématique et les besoins du client. Ensuite, on a un rôle d'accompagnement, évidemment, dans la mise en œuvre de ces laboratoires. Et après, évidemment, une formation indispensable pour pouvoir bien utiliser ces techniques afin que les clients soient satisfaits de ces investissements. Ces laboratoires criminalistiques sont au nombre, il y a plusieurs laboratoires, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais enfin, entre l'ADN, la balistique, l'analyse numérique, les empreintes digitales, etc., forment un pôle criminalistique. Et ce sont ces pôles criminalistiques qu'on essaie d'organiser auprès des États qui ont maintenant, notamment en Afrique, ont ce besoin pour traiter leurs enquêtes, pour que les enquêteurs puissent travailler d'une façon correcte. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous avez cité à plusieurs reprises un laboratoire, laboratoire de police scientifique. Et là, je vais me tourner vers le général Hébrard. Alors, un laboratoire de police technique et scientifique, c'est quoi? C'est ce qu'on voit à la télévision? C'est le laboratoire que l'on voit quand on a chaque année notre prise de sang? En fait, un laboratoire, c'est une structure relativement complexe malgré tout. Oui, ouais. En fait, à l'origine, on s'est aperçu que l'aveu n'était plus la reine des preuves et que donc on avait besoin de prélever les indices de manière bien spécifique pour pouvoir les traiter dans un laboratoire. Donc, c'est la raison pour laquelle, en France, si on revient à l'historique de la gendarmerie, par exemple, c'est l'affaire Grégory qui a fait prendre conscience qu'on ne pouvait pas continuer à traiter les affaires judiciaires comme elles étaient traitées dans la fin des années 90. Et donc, on a mené une véritable réflexion sur une chaîne criminalistique cohérente. On parlait de laboratoire. Ça ne sert à rien de construire le plus beau des laboratoires si on n'a pas des agents de préleveurs qui sont bien formés, qui ont du matériel pour prélever, un petit mini laboratoire de prélèvement et qu'ils ont une formation bien avérée pour pouvoir travailler. Voilà. Et donc, dans la construction d'un laboratoire, il y a aussi les diverses activités que l'on va décider d'intégrer dans le laboratoire. Si on revient par exemple dans le début des années 90, il y a eu deux phases déterminantes. La première, c'est la création d'un fichier automatisé des empreintes digitales. Et on a aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans le monde qui n'utilise pas l'empreinte digitale comme moyen d'identification, mais aussi comme moyen, comme indice à prélever pour pouvoir faire de l'identification. Et puis surtout, dans la partie 90-2000, il y a l'arrivée, bien entendu, des empreintes génétiques qui vont donner lieu à la création de laboratoires bien spécifiques. Alors, dans la période 90-2000, les empreintes génétiques, c'était quelque chose assez complexe à réaliser. Après 2000, on a vu, je dirais, les choses se démocratiser, se développer et presque s'industrialiser. Voilà. Donc, quand on fait un laboratoire, il y a ces deux données parce que l'empreinte digitale et l'empreinte génétique se raccrochent à des fichiers. Donc, on peut identifier éventuellement un individu auteur d'un crime ou d'un délit. Mais à côté de ça, dans le haut du spectre, quand on gère des homicides, il faut que le laboratoire il ait quand même un certain nombre d'activités qu'il intègre en son sein
en particulier les armes à feu, les documents de sécurité, les analyses, tout ce qui est lié à la toxicologie, tout ce qui est lié à l'anthropologie. Voilà. Donc, alors bien entendu, il faut faire une étude de coût-efficience. Ça ne sert à rien de développer toutes ces activités si on n'en a pas une utilité. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur la partie gendarmerie, on a commencé par étapes. On a fait d'abord ce qui était le plus simple à réaliser, les empreintes digitales, les véhicules, parce qu'à l'époque, on les maquillait, les numéros étaient meulés, on les faisait réapparaître, c'était une délinquance qui avait sa place. Les documents de sécurité, et puis, je l'ai déjà dit, mais les armes à feu. Voilà. Et puis, on est dans les années 90, on a anticipé une nouvelle donnée qui commençait à faire son apparition, c'est tout ce qui était lié à l'informatique électronique. On est dans les années 90, tout ceci paraissait lointain, mais on s'est aperçu que petit à petit, tout ce qui était traitement du signal informatique, électronique, avait tout à fait sa place dans les laboratoires, et ce sont des blocs que l'on a rajoutés au fur et à mesure. Aujourd'hui, si je faisais un schéma, je dirais que simplement l'IRCG a été pendant 15 ans notre laboratoire de réflexion. On l'a monté par étapes, bloc par bloc, en intégrant de nouvelles choses qu'on jugeait nécessaires au bon déroulement des enquêtes. Avec une particularité aussi, c'est que nous avions intégré, et je pense que ça c'est une valeur importante, on avait intégré la médecine légale dans le laboratoire. On est pratiquement les seuls en France à avoir une entité de médecine légale, ce qui est tout à fait cohérent, parce que quand vous faites l'autopsie d'un corps, vous allez éventuellement faire des prélèvements de molle alimentaire et vous allez le faire circuler. Et donc, si vous avez dans le labo un laboratoire de toxicologie, vous pouvez donner au magistrat requérant quelque chose un petit peu clé en main avec tous les aspects d'utilisation. Et donc, je reviens sur cette création bloc par bloc. On a donc développé 12 départements et puis on est arrivé, avec Bruno qui tout à l'heure va continuer sur ce sujet-là, à dire on est dans des locaux qui étaient du préfabriqué ou qui étaient des locaux restructurés. L'ADN nécessitait en particulier beaucoup de règles spécifiques pour éviter les effets de contamination puisqu'on utilise souvent de la PCR et que donc on amplifie les choses et donc le risque de combination est fort. Et donc là, on a mené la réflexion, on a convaincu le directeur de la gendarmerie de peut-être créer une entité beaucoup plus forte qui s'est appelée le pôle judiciaire de la gendarmerie. C'est-à-dire qu'on a reconstruit à Pontoise une entité en tenant compte de tout ce qu'on savait faire. Et dans les points clés de cette construction, c'est de dire, je demande aux chefs de département qui ont déjà une expérience IRCG de concevoir ce que pourrait être leur laboratoire du futur. Et c'est comme ça qu'on a procédé. Alors bien entendu, il y avait quand même un budget bien cadré, donc il faut faire rentrer tout ça dans le budget qui est prévu, mais on y est quand même assez bien parvenu. Et le point clé a été aussi d'intégrer de la réserve immobilière dans la construction du laboratoire, parce qu'on sait qu'un laboratoire, entre le moment de la prise de décision et la livraison, il s'écoule entre 8 et 10 ans. Et donc, il faut imaginer que de nouvelles techniques ou de nouveaux besoins peuvent apparaître en matière de police technique et scientifique. Et donc, il ne s'agit pas de dire si j'avais su, j'aurais fait 2000 m² de plus. Il faut arriver à les glisser à l'intérieur pour pouvoir être prêt à réagir à de nouvelles possibilités qui s'offrent dans la recherche. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, l'IRCGN travaille sur l'identification par les odeurs. Donc, voir si on pourrait... le chien arrive bien à déterminer ou à discriminer les odeurs. Est-ce que dans le futur, on ne peut pas y arriver? Ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être anticiper. C'est la partie recherche et développement du laboratoire. Merci, merci Jacques. On a évoqué tout à l'heure, dans votre propos, on a évoqué les accréditations, la conformité. Est-ce que c'est un point important dans un laboratoire? Oui, je dirais la conformité maintenant est devenue un point fondamental. Même si effectivement la gendarmerie a débuté sa démarche alors que aucune contrainte juridique, aucune contrainte ne l'imposait, eh bien la gendarmerie a choisi, l'IRCGN a choisi d'accréditer ses activités par le biais de la mise en place d'un processus qualité. Je reprends la situation de départ, c'est-à-dire que l'IRCGN a été conçu à partir de 1987. Ils étaient 17. En 1993, ils étaient 157. Donc les départements se sont construits un peu comme des Legos qu'on ajoutait les uns aux autres, mais avec des personnels qui effectivement provenaient de différentes entités de formation, écoles d'ingénieurs, grand domaine universitaire, doctorat et autres. Et donc, il fallait donner de l'homogénéité à l'ensemble. Et donc,
En 1993, l'IRCGN a intégré le réseau des laboratoires européens de criminalistique, European Network of Forensic Science Institute. Et en 1993, eh bien, on leur a montré les manuels de bonne pratique. Ce manuel de bonne pratique devait être mis en œuvre au sein des différents laboratoires européens. Quand je parle européen, je dis au sens large du terme, puisqu'il y avait 40 nationalités différentes, donc on est au-delà de l'Union européenne. Et donc, c'est le NFSI finalement qui a fait émerger la qualité dans le principe de fonctionnement des laboratoires, sauf qu'à l'époque, il n'existait pas de normes criminalistiques, et donc on s'est approché de la norme ISO 17025, qui est en fait une norme de laboratoire industriel, qui réalise en fait des analyses ou traite des objets d'essai. On a donc, à partir de ce moment-là, réformé le manuel, le dossier de directive permanente de l'Institut, puisque c'était une unité de gendarmerie à commander comme une unité de gendarmerie. Et là, on a transformé le système parce qu'on s'est rendu compte qu'un laboratoire, ce n'est pas une unité de gendarmerie comme les autres. Il faut mettre en place un outil de management. Le management s'est appuyé en fait sur ce que les qualiticiens connaissent bien, les 5 M. Les 5 M que sont la main-d'œuvre, la matière, les matériels, le milieu ambiant, les méthodes. Quand je parle de main-d'œuvre, je parle de compétences, de validation de compétences. Comment passe-t-on d'un statut d'examen scientifique à un statut d'expert? Quand je parle de milieu ambiant, il s'agit en fait de garantir que les espaces dans lesquels les laboratoires, les travaux sont réalisés sont bien exempts de toute forme de pollution. On travaille dans une notion de marche en avant dans lequel le scellé doit entrer d'un côté, l'objet d'essai doit entrer d'un côté, sortir d'un autre pour éviter les contaminations. Quand je parle de matériel, eh bien là on est sur les notions de maintenance, de métrologie, en mettant en place des structures permettant de garantir que les outils utilisés pour réaliser les analyses sont bien conformes à l'objectif attendu. Les matières, et là on parle de consommables à l'état brut, un kit ADN par exemple, qui est déjà sur le marché, conçu pour être utilisé in extenso, ou d'autres préparations la ninidrine, l'indandione, qui nécessitent eh bien, divers produits chimiques. Et là, on va travailler sur la notion de date de péremption. Et enfin, eh bien, la dernière partie, les méthodes, eh bien, on va monter des dossiers de validation de méthodes qui permettent de garantir la robustesse de la technique, la traçabilité, sa répétabilité, c'est-à-dire un prélèvement identique, une machine identique, elle doit toujours donner le même résultat. Et donc on travaille sur ces 5 M, on les intègre dans la notion de norme ISO 17025 en respectant les exigences de cette norme. Et bien sûr, le général l'a abordé il y a quelques minutes, il y a un objet fondamental par rapport à un laboratoire industriel, c'est qu'en fait on travaille sur des scellés prélevés d'une scène de crime qui devient un objet d'essai. Et donc on va devoir travailler effectivement ici sur une notion de priorisation. Un objet, il peut être traité en empreinte digitale, il peut être traité en ADN, il peut être traité en balistique ou d'autres domaines. Eh bien, on va essayer de travailler sur la notion de garantie en ce qui concerne toutes les techniques utilisées. On va travailler en priorité sur l'ADN, révéler les empreintes digitales et ensuite déterminer éventuellement le calibre d'une arme ou si elle a été utilisée sur une scène de crime. Voilà donc cette démarche. Elle a été engagée en 2005. En 2007, les 4 premiers départements étaient accrédités. En 2009, 12 départements étaient accrédités, représentant les domaines traités par le général. Et ça représentait 135 méthodes d'essai dans 40 domaines scientifiques différents. J'ai vérifié hier, les portées d'accréditation existent toujours. On n'est plus à 135, mais à 101 méthodes d'essai. 2 portées d'accréditation qui sont visibles sur le site du COFRAC, www.cofrac.fr. Vous tapez 1-1916 ou 1-8-2527 et vous retrouvez les portées d'accréditation. Là où l'accréditation a été un avantage, c'est dans la conception même du laboratoire de Pontoise. Parce qu'effectivement, d'emblée, dans l'analyse fonctionnelle des besoins, eh bien, on a intégré les exigences de la norme. Ce qui fait que d'emblée, on a positionné les départements dans l'espace pour permettre une interactivité entre 2 départements utilisant les mêmes types d'outils. On a intégré toutes les démarches nécessaires au respect des exigences. Et
cette connaissance et cette maîtrise de la norme a été fondamentale, puisqu'elle a permis ensuite de travailler avec le cabinet d'architectes en avant-projet sommaire, en avant-projet détaillé, puis en projet, pour l'élaboration de l'outil le plus performant possible. Merci. Donc ça signifie, Monsieur le Président, que lorsque vous travaillez sur un laboratoire, lorsque vous proposez votre assistance, vous êtes naturellement, me semble-t-il, en conformité avec ce qu'on vient de dire à l'instant sur les normes. Évidemment, quand on écoute l'exposé de Jacques et Bruno, on se rend compte à quel point la gendarmerie est entourée d'experts dans ce domaine de la criminalistique et de l'enquête de précision, je dirais. Et dans notre métier, évidemment, d'installation, de suivi, de conseil et de formation en termes de laboratoire criminalistique auprès des États africains, on est bien sûr, nous également, entourés d'experts qui, pour la plupart d'ailleurs, sont d'anciens gendarmes qui ont travaillé dans ces domaines d'enquête spécifiques. Voilà, donc c'est une valeur ajoutée pour Wideint de pouvoir travailler avec l'appui finalement de la gendarmerie auprès de nos clients. Ce qui signifie que dans le domaine de la formation, vous appuyez sur ces références internationales pour enseigner à vos élèves, aux étudiants, la nécessité de se comporter avec diligence et rationalité sur une scène de crime. Oui, en complément effectivement des installations et des formations qu'on peut faire auprès de nos clients sur le terrain, nous avons créé un pôle spécifique de formation en matière de police technique scientifique à Lorient, d'ailleurs dont notre directeur est un ancien gendarme qui a travaillé beaucoup dans ce domaine. Et on fait une formation initiale pour des élèves qui ont pour vocation à vouloir rentrer dans la police ou la gendarmerie et dans la police technique scientifique, et puis également même dans des gendarmes ou des policiers en exercice dans leur pays qui viennent prendre des formations complémentaires chez nous. Cette formation, elle peut être courte ou longue. Nous avons même un bachelor dans ce domaine, en lien avec l'université de Pontoise et qui débouche sur un diplôme universitaire. Donc on est très axé sur la formation car c'est quand même la clé, l'ADN pour réussir, on va dire, des enquêtes très spécifiques dans ce domaine. Merci. En général, vous avez évoqué les laboratoires d'une manière, je dirais, globale. On a parlé des laboratoires tels qu'on les connaît dans les services de la gendarmerie, avec l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. La police a également ses laboratoires. Est-ce qu'on peut décliner un laboratoire? Est-ce qu'on a toujours une grosse machine au niveau central, ou est-ce qu'on peut avoir quelque chose de peut-être un peu plus souple? Alors, déjà, un premier point, un laboratoire, ça coûte très cher. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la gendarmerie, le choix qui a été fait à Pontoise, c'est de construire une très grande entité, la plus pluridisciplinaire possible. Bon, nos collègues de la police ont un choix un peu différent parce que, historiquement, ils avaient 5 implantations sur le territoire national et donc ils ont réparti parfois des activités à un laboratoire et pas à l'autre. Nous, on n'avait pas cette possibilité-là, donc on a fait une très grosse structure. En revanche, on a beaucoup travaillé sur la capacité de projection. Ça, c'est vraiment très important. On avait quand même un historique. L'IRCG a très longtemps été sollicité pour l'identification des victimes de catastrophes. Les catastrophes, on pense souvent aux avions, mais il y a eu le tunnel sous le Mont Blanc, il y a eu des carambolages divers et variés. Donc voilà, donc, pour lequel d'ailleurs, parfois l'identification démarre d'une activité de police technique. Donc il faut pouvoir rapidement projeter une équipe. Et c'est là aussi, je crois que vous avez travaillé dans Wideint avec des outils justement pour projeter, en particulier l'ADN. On sait que parfois, quand par exemple on a un petit crash aérien avec 4 ou 5 passagers, eh bien, on peut envisager d'envoyer une petite entité mobile qui va pouvoir faire l'identification au plus près de la catastrophe. Donc ça n'empêchera pas des vérifications dans le laboratoire central. Mais je prends un exemple, par exemple, sur la catastrophe de la Germanwings. L'IRCG avait été capable de dire qu'il y avait bien 150 victimes différentes. Alors, ce n'est pas pour autant qu'à côté de l'avion, on avait identifié les 150 victimes.
On pouvait simplement affirmer qu'on avait bien 150 ADN qui allaient permettre de les identifier dans le processus classique. Donc ça, c'est un point important, c'est de projeter des capacités et des entités mobiles. Et parfois, ça peut être simplement, à l'époque, on avait restructuré un ancien bus de gendarmerie mobile, mais ça a été la maquette de réflexion qui a donné lieu au Lab ADN ensuite. C'est-à-dire que dans ce véhicule, il était équipé de paillasses. Et si, par exemple, on avait une grosse affaire criminelle un peu sensible, eh bien, on pouvait projeter ce laboratoire au plus près du lieu. Et donc, au fur et à mesure que certains prélèvements étaient faits, il pouvait déjà y avoir des axes d'orientation dans ce laboratoire. Donc, je pense qu'on ne peut pas investir dans toutes les activités du laboratoire. On peut avoir quelque chose qui est modulable ou de dire, parce que l'ADN aujourd'hui est quand même un objet d'identification, enfin un outil d'identification indéniable, investir dans ce domaine-là. Et il y a une nouvelle entité aussi qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qui est lié à la menace cyber. Aujourd'hui, on peut commencer à réfléchir à des entités de laboratoires mobiles plus spécifiquement dédiées à la menace cyber. Et quand on a parfois des affaires criminelles dans lesquelles les enquêteurs vont peut-être rechercher, avant d'ailleurs que les spécialistes de la police scientifique pénètrent sur les lieux, d'essayer d'identifier s'il n'y a pas des objets informatiques sur lesquels on pourrait déjà travailler. Donc on peut aussi imaginer d'avoir des structures, un laboratoire mobile un petit peu adapté à ces éléments-là. Merci, mais vous avez... Là, je vais vous prendre au mot. Vous avez utilisé un vocable, vous avez parlé de police scientifique. C'est une police particulière? On s'y engage? C'est quoi la police scientifique? La police scientifique? Oui. En fait, la police scientifique, je dirais que c'est une mosaïque de métiers, en fait. On utilise police scientifique ou criminaliste. Souvent, il n'y a pas un métier de criminaliste. Il y a des biologistes, des chimistes, des physiciens, des électroniciens, des biologistes. Et en fait, c'est tout cet ensemble qui fait la police scientifique. Mais Bruno l'a évoqué tout à l'heure, c'est cette notion de transversalité. Quand on a une affaire criminelle ou des homicides, aujourd'hui, la théorie, c'est quand l'affaire est grave, on prélève le maximum de choses. Pour autant, la police scientifique, ça a un coût. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'on va tout traiter. Donc là, il y a un véritable dialogue entre le spécialiste de police scientifique et le directeur d'enquête qui, lui, va décider de ces éléments-là. Et ces individus qui sont plutôt des ingénieurs de scène de crime, eux, ils sont polyvalents. Donc, dans les capacités de formation, il faut qu'on investisse sur des personnages qui vont avoir cette capacité à diriger les indices vers les bons laboratoires parce qu'il y a dans l'enquête d'environnement du directeur d'enquête des pistes qui se dessinent et dans lesquelles les indices qui ont été prélevés peuvent alors prendre une partie prenante dans la résolution de l'affaire. C'est un élément qu'on verra demain dans une autre table ronde, mais merci de le rappeler. Donc, on a un laboratoire central, on peut imaginer ça. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, au niveau local, un démembrement de ces laboratoires, de ce laboratoire? Je vais laisser Bruno parler parce qu'il y a un problème de qualification. Oui. Historiquement, la gendarmerie avait imaginé que le pôle judiciaire de Pontoise est la maison mère de la police scientifique ou de la criminalistique de la gendarmerie. Donc ce laboratoire, je l'ai déjà dit, il est complètement pluridisciplinaire dans sa partie IRCGN. Et ensuite, on décline dans chaque département des entités sur certaines disciplines. Mais pour que ces entités aient une valeur, et là je rends la parole à Bruno, il faut qu'elles soient aussi conformes en accréditation. D'où votre fonction à une époque de gérer toutes ces accréditations, toute cette assurance qualité pour l'ensemble des laboratoires de la gendarmerie nationale. Tout à fait. J'ai effectivement dirigé la notion d'accréditation du laboratoire en tant que responsable qualité du laboratoire à ce moment-là. Mais comme il me restait un petit peu de temps entre minuit et 2 heures du matin, effectivement, on m'a donné la mission de décliner dans les 101 cellules d'identification criminelle de la gendarmerie, c'est-à-dire en chef-lieu de département, on avait créé des entités. Nos spécialistes de la scène de crime étaient affectés au sein des chefs-lieux de département. C'était une décision qui avait été prise dans le cadre d'un schéma directeur après l'affaire Grégory-Villemin, où la gendarmerie a décidé de renforcer ses moyens de police technique et scientifique et la gestion de la scène de crime. Donc, 101 unités ont été créées, mais une décision cadre européenne, je dirais de 2009, a imposé
que tout ce qui se traitait en matière d'empreinte digitale et en matière d'ADN devait être fait sous accréditation selon les exigences de la norme ISO 17025. Et donc, il a fallu, à partir de l'expérience acquise au sein de l'IRCGN, décliner dans les 101 plateaux techniques les mêmes démarches, la même qualité, la théorie, enfin la démarche des 5 M et garantir la fiabilité du résultat des travaux réalisés. Et en 6 ans, les 101 plateaux techniques ont été accrédités par le Comité français d'accréditation, répondant ainsi aux exigences européennes en matière de réalisation de la PTS sur cette base-là. Ce qui fait qu'effectivement, on a actuellement 300 experts au sein de l'IRCGN, 500 techniciens dans les départements et un peu plus de 11 000 techniciens d'identification criminelle de proximité qui agissent au profit de la totalité de la chaîne et dans le cadre du procès pénal. Oui, ce qui est énorme. Donc on voit, vous avez une structure centrale, des structures locales. On a un volume de personnel qualifié en matière de police technique et scientifique ou de premiers intervenants nombreux hein, et de qualité, puisqu'ils auront la formation. Je voudrais revenir, mon général, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de laboratoires mobiles qui, au départ, ont été imaginés à partir d'un gros moyen, d'un gros véhicule. Et après, vous avez fait quoi? On n'est pas allé plus loin parce qu'en fait, je pense qu'il a été, ce véhicule, il a surtout été l'embryon du lab ADN. D'accord. En fait, il a été utilisé, il peut encore être utilisé parce que dessus il y avait un PC transmission. Enfin, il était vraiment modulable à l'intérieur. Après, c'est quand même lourd à déplacer, donc voilà. Il faut aussi, alors. Néanmoins, on voit que là, dans les structures anglo-saxonnes, on peut avoir des camions pratiquement des 35 tonnes dans lesquels ils sont équipés des laboratoires. Donc, les choses sont envisageables. Ce n'est pas, à mon avis, ce qui a été retenu sur notre territoire. On est plus sur une petite entité mobile. Je crois beaucoup, moi, à la partie Lab ADN ou Lab Cyber, par exemple. Je pense que ça a vraiment son sens. Et par contre, ce qui est important dans nos 101 départements, c'est d'avoir un véhicule d'intervention avec derrière dans ce véhicule une petite entité de labo. Alors quand je dis de labo, c'est que par exemple en gendarmerie, on a souvent un cadavre qui est retrouvé à la campagne. Il faut le préserver, donc il ne faut pas que la pluie aille dessus. Quand on fait des prélèvements, il faut pouvoir rentrer dans le camion, éventuellement constituer son scellé. On revient à la traçabilité dans les meilleures conditions possibles. Et c'est là aussi que c'est à cette époque-là qu'on a créé 11 mallettes de prélèvement, parce que quand on revenait aux années 90, l'enquêteur il cherchait s'il la mettait dans une enveloppe Kraft. Parfois il mettait les tampons pour valider son système, ce qui fait qu'il polluait l'objet qui venait d'être prélevé. Donc aujourd'hui, s'il fait des prélèvements incendie, il a une mallette dans laquelle il a tous les objets pour prélever, pour conditionner et pour permettre la traçabilité ultérieure. Et ça, c'est embarqué dans le camion tel qu'il a été maquetté en gendarmerie. Et alors ça, on n'est pas vraiment dans un laboratoire mobile, mais on est dans un outil qui est la phase 1. Il ne peut pas y avoir de bonne police scientifique s'il n'y a pas de bonne police technique. Et pour qu'il y ait une bonne police technique, il faut que les agents préleveurs disposent des bons moyens pour prélever. Une bonne formation, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jacques, c'est vraiment les éléments essentiels. Et ensuite, effectivement, on va avoir des objets qui sont prélevés convenablement, un ingénieur de scène de crime qui pourra faire de l'irrigation de scellés vers le laboratoire central. Parfois, quand l'affaire est un peu plus mineure, sur les plateaux techniques locaux, on fera de l'empreinte digitale sans envoyer le scellé directement au central. Donc voilà, on a essayé d'être le plus pragmatique possible. Donc une grande flexibilité. Et c'est là, Jacques, où avec la société Whitehill, vous intervenez. Je crois que vous vendez ou vous commercialisez plutôt des laboratoires mobiles. Et puis vous vendez également, vous commercialisez les mallettes avec les produits nécessaires pour les intervenants de premier niveau. Oui, bien sûr. Alors, on commercialise effectivement des laboratoires mobiles. D'ailleurs, notamment le laboratoire de DNA, qui est un laboratoire qui a été conçu par la gendarmerie, breveté, etc., et où on a la chance de pouvoir redistribuer. On fait également des laboratoires fixes, bien sûr, dans le cadre de pôles criminalistiques dans un pays.
Et autour de la police technique scientifique, bien sûr, on fournit l'ensemble des besoins, oui, pour le primo-intervenant, pour l'analyste derrière, qui va intervenir sur le terrain. Donc effectivement, on a toute cette gamme de produits en matière de police technique scientifique, mais pas que, puisque dans le cadre des enquêtes, les enquêteurs ont besoin d'autres types de produits, oui, comme la géolocalisation des téléphones oui, mobiles en temps réel, que nous commercialisons, qui est notre ADN aussi un peu. Tout ce qui est extraction de données numériques sur les supports magnétiques, oui, ça c'est important. Tout ce qui est analyse des factures détaillées des téléphones. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de la gamme de produits que nous distribuerons effectivement auprès de nos clients. Donc vous accompagnez depuis, j'ai presque envie de dire, l'enquêteur depuis le début de la scène de crime. Vous allez fournir des moyens d'enquête avec, pareil, comme vous le disiez, la géolocalisation, avec le traitement ou les moyens de traiter de la donnée, bon, comme ça, de la donnée téléphonique. Vous proposez également pour les primo-intervenants des produits qui vont les aider sur la scène de crime. Vous fournissez des laboratoires, vous assurez la formation. En fait, c'est une chaîne complète. Alors en fait, si on résume le métier de Widint, notre métier, c'est d'apporter à l'enquêteur tous les outils dont il a besoin dans le cadre de ses enquêtes. Donc ces outils vont du numérique au non numérique, puisque sur des produits scène de crime, avec toute cette chaîne au milieu de laboratoire, d'analyse, etc. Effectivement, c'est notre métier d'aider l'enquêteur. On n'est pas enquêteur nous-mêmes. Bien sûr. On propose des outils. On propose des outils, voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais me tourner vers l'assistance. Peut-être y a-t-il quelques questions pour nos spécialistes. Étienne, peut-être? Merci. Pas de questions, mais c'était très enrichissant parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, nous qui venons de l'Afrique, particulièrement du Cameroun. Et je vous en remercie infiniment pour votre savoir. C'est toujours intéressant d'apprendre. Merci. Merci beaucoup, M. Tamba. Peut-être une autre question? Est-ce que les laboratoires sont installés de la même façon dans les pays africains, par exemple, ou dans d'autres pays par rapport aux exigences que nous avons chez nous, par exemple? Je pense que... Très bonne question. Oui, je pense que pour un pays africain, il y a toujours une... Il faut coller au maximum aux territoires sur lesquels on va installer un laboratoire. C'est-à-dire, il y a quand même un aspect de problématique locale à prendre en compte. Je pense qu'il ne faut pas vouloir tout construire d'un coup. Il faut construire des choses qui sont utiles par rapport à la criminalité que l'on a dans le pays ou les choses avec lesquelles on est le plus confronté de manière récurrente. Voilà, ça c'est essentiel. Après, l'histoire de qualité, qui peut le plus, peut le moins. Je pense que quand on crée un laboratoire, il est important d'y intégrer tout de suite cette notion de traçabilité de scellé, d'être conforme un peu à la normalisation internationale. Je pense que ça, c'est essentiel. Mais il faut effectivement, je me répète, mais je pense qu'il faut vraiment coller à la problématique du pays. Et parfois, il peut y avoir des caractéristiques en Afrique qui ne sont pas tout à fait similaires à celles qu'on a en Europe. Et donc ça, je pense que dans une recherche coût-efficience, c'est à mon avis l'idée maîtresse. Oui, Jacques. Effectivement, je partage ce que dit Jacques, mais au fond, je pense qu'un enquêteur en Afrique a la même problématique et les mêmes besoins qu'un enquêteur en France. Il fait le même métier, il a besoin des mêmes produits. Évidemment, il faut les adapter en fonction d'une façon chronologique, puisque si on inonde un enquêteur en Afrique de tous les produits d'enquête, il ne va pas s'y retrouver, ça c'est vrai. Et surtout s'il n'en a pas véritablement besoin. Oui, on voit donc qu'il y a une nécessaire adéquation du moyen aux besoins référencés initialement dans le pays. Mais je dirais également, comme à l'occasion de la création du laboratoire ou même la conception du laboratoire, nous sommes allés voir le laboratoire du BK à Wiesbaden. Le général s'est déplacé dans différents pays du monde. Moi, j'ai eu l'occasion effectivement d'aider, de collaborer avec certaines structures, l'INCC algérien, avec le laboratoire de police scientifique marocain,
J'ai travaillé également pendant plusieurs années avec l'adjoint de la PTS de Côte d'Ivoire, de manière à distance, aider à la conception, mettre en place un processus d'accréditation, mettre en place un processus de qualité, là encore pour permettre une montée en compétences, puisque obtenir des moyens c'est une chose, mais si on n'accompagne pas un programme de formation aboutissant à une montée en compétences, on échappe à un certain nombre d'objectifs. Merci beaucoup. Peut-être le dernier mot, Jacques, avant que je ne conclue cette table ronde. À part dire que la police scientifique, c'est passionnant et qu'effectivement, c'est un métier exaltant, je pense qu'effectivement, il faut avoir une méthodologie de création, essayer d'y aller étape par étape et qu'on arrive au bout d'un temps, comme on l'a fait. On est parti, on a prononcé le mot de Lego, mais c'était un peu le cas. Bâtiment, des préfabriqués, et puis au bout d'un temps, on a une vision à peu près complète de ce qu'on pourrait faire. Donc il faut juste trouver le financement pour pouvoir le faire. Et après, on a quelque chose qui est à la fois une vitrine, mais aussi un porte-avions scientifique. Et je crois que ça, c'est intéressant. Et la composante internationale, elle a tout à fait la place dans les laboratoires. Comme nous, quand on a créé le nôtre, on est allé voir nos voisins européens ou aux États-Unis, etc., pour voir ce qu'ils faisaient. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de bon goût de rendre la main et d'aider nos collègues qui veulent se lancer dans la police scientifique du XXIe siècle à réaliser une entité cohérente. Merci. Monsieur le Président. Moi, je conclurai simplement à dire que White Int a énormément appris, évidemment, dans le domaine de la police technique scientifique. Et on a surtout appris avec la grande expérience de la gendarmerie, des experts qui nous entourent et qui sont issus, pour la plupart du temps, de la gendarmerie ou de la police scientifique. Mais voilà, donc c'est effectivement un domaine passionnant. Et pour nous, ça a beaucoup complété notre gamme d'offres auprès des enquêteurs, où on était plus sur du numérique traditionnel. Et là, on est rentré dans des techniques beaucoup plus précises d'enquête. Voilà. Merci. Bruno, tout est dit. Eh bien, merci. Nous avons vu sur notre première table ronde mardi les relations qu'on pouvait avoir avec le service public et l'entreprise, les PME. Hier, nous avons évoqué la formation. Aujourd'hui, nous étions sur les laboratoires. Eh bien, demain, à 11h, sur le stand White Int, nous verrons un nouveau thème, comment faire parler une scène de crime. Merci.